Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Ravi de vous retrouver encore pour partager des informations avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi et vous le savez, le nouveau rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC. Aujourd'hui, nous parlons du chantage à la webcam et à la vidéo. Vous allez savoir de quoi il s'agit dans la rubrique, bien sûr, concernant la cybercriminalité. Nous serons avec le lieutenant de police Legma qui sera là pour partager donc des explications sur ce sujet. Et aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous serons avec le Rancof. Il s'agit notamment de monsieur Adama Bayalay qui est le président de ce réseau national des consommateurs du Faso, Rancof en abrégé. Nous parlerons du droit du consommateur et surtout de la hausse des prix des produits de première nécessité. Alors, merci de nous renouveler votre fidélité. L'aventure débute tout de suite et maintenant au niveau de la place de la Nation puisque nous y sommes installés pour la rubrique à la découverte de. Et pour cette semaine, nous avons décidé de vous parler de la place de la nation de Ouagadougou et de vous relater bien sûr l'histoire et l'historique de cette place de la nation de Ouagadougou. Alors, la place de la nation ou place de la révolution ou place du 3 janvier 1966, c'est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation socio-politique du pays depuis la Haute Volta. Elle a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que le médiateur du Faso. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée avec des arbres qui commencent à grandir. La place de la nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Mogo Nabazombré, l'empereur des Mossi de l'époque. Ce marché appelé Wogdorara était géré par les Nakomse. Avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête d'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yamego, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier 1966, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement de la révolution du 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution CNR et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali avec présentation des blessés de guerre et exposition du matériel militaire. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée Place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le régime de Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour amener l'appellation de la place de la Révolution. La presse l'a même adopté un moment. Mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, Thomas Sankara.
Cette place historique garde toujours le nom officiel de place de la Nation. Elle est placée également sous l'autorité de l'état-major général des armées. Toute occupation de la place est subordonnée à son autorisation. L'état-major autorise d'ailleurs la tenue sur place de meetings politiques, syndicaux et citoyens, également des concerts, des foires et festivals, également des prières musulmanes, protestantes et catholiques. On sait aussi que les grands rassemblements militaires comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Ouaïguia et de Fada, ce qui nous a motivés à vous faire découvrir l'histoire de cette place dans la rubrique à la découverte de cette semaine. Et nous espérons bien sûr que vous avez beaucoup appris concernant l'histoire ou l'historique donc de la place de la Nation. C'est le nom officiel aujourd'hui, même si certains continuent de l'appeler place de la Révolution. Retenez bien que le nom officiel c'est place de la Nation. C'est le tout dernier clip du prince national des Altinos. C'est comment? C'est bon. Espérons aussi que ce soit bon chez tout le monde. Pour la suite de cette émission, Bébé Kodjo Kambo est bien installé sur ce plateau et c'est bien sûr pour partager des informations avec nous. Kambo, bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Nous débutons par la une de l'Observateur Palga. Ok. Et sur cette une, ce matin, on lit « Lutte contre le terrorisme, comités locaux de dialogue, mode d'emploi ». Le Burkina gagnerait à mettre l'accent sur les drones et les technologies, c'est selon Victor Onaja, chef d'entreprise aux États-Unis. Intérêt civil, procès Sankara, il faut qu'on en finisse parce qu'on a trop duré dans cette salle. C'est selon Urbain Meda, président de la Chambre. À ce stade, on ne doit rien demander à l'État, donc c'est selon l'agent judiciaire de l'État, Karfa Nyanou. Jeunes et crachats en circulation, rendre un lieu public gênant pour les autres est interdit par l'islam. Conseil des ministres, donc le compte rendu à lire à la page 8. Annonce gouvernement resserré en Côte d'Ivoire quand l'éléphant se met au régime. C'est dans la rubrique Regard sur l'actualité à lire à la page 5 de l'Observateur Palga ce matin. Et à présent, nous voyons la une du journal Le Pays. Sur cette une, on lit ceci. Conseil des ministres, primature, fin de mission pour les conseillers spéciaux. Dans la rubrique Révélation, on lit Transition politique au Burkina, l'ONU pour la libération pleine et sans condition de Roch Kaboré. Procès Thomas Sankara, l'audience sur les intérêts civils reportée au 25 avril prochain. Au coin du palais, c'est une rubrique, un sexagénaire fait un dépassement dangereux et ôte la vie à une dame. Fermeture des sociétés minières au Burkina Faso, n'est pas laisser mourir la poule aux œufs d'or. Dans la rubrique Actu Foot, on lit CAN 2023, les chapeaux du tirage fuitent la CAF muette. TGI de Banfora, pour terminer, 60 mois, dont 13 fermes requis contre 4 frères pour coup mortel. Et nous passons à la une du quotidien aujourd'hui au Faso. Cohésion interreligieuse au Burkina, la Ligue islamique rend les jeunes à l'archevêché. Démission du Premier ministre ivoirien, Sarasoro, Cissé et point de suspension Hachi dans les petits papiers de Ouattara. Négociation et restauration de la paix, le gouvernement prêt à accueillir tous ceux qui accepteraient de déposer les armes. Arrestation de 3 Allemands près de Diabali, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Conseil des ministres, création de la coordination nationale des comités locaux de dialogue. Décret portant composition et fonctionnement des délégations spéciales. Procès Thomas Sankara, l'audience sur les intérêts civils renvoyée au 25 avril. Et nous voyons à présent ce que nous réserve la une du journal Le Quotidien. Et à l'affiche, déplacés internes à Ouaga, mendier pour survivre. Les mouvements d'action
Le mouvement donc d'action des jeunes pour un peuple uni à propos du verdict du procès Thomas Sankara. Ce verdict est purement politique, donc c'est selon Souleymane Zongo. Compte rendu du Conseil des ministres, à lire à la page 9. Paul Sondo à propos de l'état d'urgence. Sauvegarder la sécurité et l'ordre public en restreignant les mouvements des citoyens dans le temps et dans l'espace a certes des avantages, mais aussi des inconvénients. Lutte contre la criminalité phonique, 4 trafiquants aux arrêts à Bobo. Et nous partons justement à Bobo pour voir ce que nous réserve la une de l'Express du Faso. Commercialisation de mangue, là aussi l'insécurité fait son effet. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express du Faso on lit, ce sont les Burkinabés qui rendent leur propre vie difficile. Convention entre l'ALT et le CSC, la radio du Parlement émettra encore pour 5 ans. Lutte antiterroriste, la mise en place des comités locaux de dialogue autorisés. Foner, ces nouvelles modalités qui fâchent. Et nous terminons la lecture des unes ce matin par celle du quotidien d'État citoyen. Et on lit sur cette une ce matin, organisation des comités locaux de dialogue, le gouvernement adopte un décret. Dans la rubrique Au coin du palais, on lit, une APE traîne son directeur devant le tribunal. Il vole une moto pour soigner sa génitrice. Dans la rubrique L'autre regard des citoyens, on lit, pour un dialogue fécond. Déplacés internes des hauts-bassins, bien accueillis, mal nourris. Voilà ce que nous apprenons les unes des différents quotidiens ce matin. Merci à toi, Kambou. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement qui crée une coordination nationale des comités de défense, des comités de dialogue, du moins, pour la restauration de la paix. C'est bien cela. Cela s'inscrit un peu dans la dynamique de la concrétisation de ce que le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a déjà annoncé dans son discours du 1er avril dernier, donc à savoir la création des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Alors, ce dont nous parlons ce matin, c'est la création d'une coordination nationale de ces comités-là. Donc, c'est différent des comités eux-mêmes. Donc, une structure nationale chargée donc de coordonner ces dialogues dont on parle. Donc, c'est des dialogues qui seront pilotés au niveau local, pas des comités locaux, comme on le dit si bien. Alors, selon ce que dit un peu le rapport du Conseil des ministres, ces comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix sont des structures endogènes, donc chargées de conduire le dialogue avec les fils et filles du pays qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre aux côtés donc, des groupes armés et terroristes. Donc c'est ce qui est dit. C'est la raison pour laquelle hier, à l'issue du Conseil des ministres, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, Yero Boli, a dit qu'il ne s'agit pas d'une négociation menée par l'État avec les groupes terroristes. Parce que selon lui, si l'État négocie avec les groupes terroristes, cela signifie que l'État a une contrepartie à offrir, donc contre peut-être le dépôt des armes. Dans le cas des négociations qui seront menées par ces comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, il n'en est rien parce que ce sont des acteurs locaux qui sont dans les villages un peu où des fils ont pris les armes contre le pays, qui vont prendre attache avec ces enfants du pays pour les amener à quitter ces groupes-là pour revenir. Donc ce n'est pas l'État qui négocie par exemple avec le GSIM, ce n'est pas l'État qui négocie avec le groupe État islamique au Grand Sahara, ce n'est pas un peu dans ces cadres. Donc c'est ce que le ministre a tenu à préciser. Maintenant, l'État s'engage à créer des conditions pour que ces personnes ou ces éventuels repentis puissent s'insérer dans la société. Donc c'est un peu ce que ça signifie. Nous espérons peut-être que cela sera la solution pour restaurer la paix, comme le dit bien le nom donc de ces comités-là. Et voilà, et tout le peuple burkinabé va fonder son espoir sur, en tout cas, cette nouvelle façon de faire et espérer que le pays va s'en sortir bientôt. Merci Kambou. Deuxième sujet, on s'intéresse à un titre d'un des journaux ce matin qui parle donc des déplacés internes à Ouaga, mendier pour survivre.
Oui, c'est bien cela. C'est un titre qu'on peut lire ce matin à la une du journal Le Quotidien. Déplacés internes à Ouaga, mendier pour survivre. Alors, quand on parcourt un peu l'article en question, le journal a donné un peu la parole donc, à des femmes déplacées internes qui sont à Ouaga, qui partagent un peu leur quotidien. En tout cas, ce sont des témoignages, plusieurs témoignages qu'on peut lire dans l'article. Alors, je décide d'en parler parce que c'est touchant. On ne peut pas partager tous les témoignages contenus dans l'article ici sur ce plateau, mais il y a un témoignage quand même que je m'avais partagé, et c'est celui d'une certaine Aminata Drabo, donc qui est une déplacée interne venue de Tougan et qui vit à Ouagadougou. Elle dit être mère de 5 enfants, donc elle a dû fuir son village du fait des attaques terroristes. Elle et son mari et ses enfants vivent dans le quartier non loti de Bissiguin. Donc, elle dit que c'est grâce à une de ses sœurs aînées qui vit à Ouagadougou, qui a pu, de par ses relations, leur trouver ce lieu d'habitation. Maintenant que le lieu d'habitation est trouvé, il se trouve qu'il y a des difficultés pour assurer le quotidien. C'est ça. Et elle dit, par exemple, parcourir les cours chaque jour pour chercher à faire la lessive, à laver les vêtements des gens pour pouvoir avoir de quoi s'occuper de ses enfants. Et même ça, c'est pas facile parce qu'elle dit qu'elle peut parcourir plusieurs cours sans avoir de vêtements à laver. Donc, ce qui la pousse dans la mendicité, comme la plupart de ses femmes et ses enfants qu'on rencontre parfois au niveau des fêtes tricolores dans la ville de Ouagadougou. Alors, selon son témoignage aussi, son mari se débrouille un peu en tant que blanchisseur et là également, il n'a pas toujours de marché. Donc, c'est un peu difficile pour cette famille de 7 personnes. Donc, la mère et son mari et 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Donc, selon les témoignages qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Quotidien. Je décide d'en parler parce que toute personne qui écoute ces témoignages se retrouve un peu. Parce que quand vous circulez un peu dans la ville de Ouagadougou, dans plusieurs feux, vous allez retrouver ces femmes et ces enfants qui accostent un peu les véhicules, les motos pour essayer de mendier, comme le dit bien le titre du journal Le Quotidien ce matin. C'est touchant et il faut qu'on en parle. Peut-être il va falloir que l'État essaie de trouver une solution globale au lieu de laisser ces enfants mineurs accoster les véhicules chaque matin. Et c'est vraiment gênant quand vous arrêtez à un feu. Bon, et un enfant s'adresse pitoyablement à vous d'une certaine façon et que peut-être vous n'êtes pas dans la possibilité de faire quelque chose parce que souvent ils sont nombreux. Vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Bon, c'est un peu gênant. Il va falloir peut-être que les structures publiques, que l'État cherche une solution. C'est vrai que la première approche, c'était de ne pas avoir de camps de déplacés à Ouagadougou. Mais étant donné que la plupart, j'allais dire, beaucoup de déplacés se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre à Ouagadougou, pourquoi ne pas penser à un camp ou à les mettre dans un camp à Ouagadougou pour éviter ces scènes qu'on voit à chaque fois qu'on sort en circulation à Ouagadougou. Parce que c'est vraiment touchant. Comme je l'ai dit, si on est sensible, c'est vraiment touchant. Voilà, surtout quand vous ne pouvez rien faire. Donc, il va falloir peut-être qu'on pense à créer un camp de déplacés à Ouagadougou et peut-être prendre d'autres mesures si on veut continuer avec l'approche selon laquelle on ne doit pas avoir de camp à Ouagadougou. Prendre des mesures pour ne pas que, pour bien prendre en charge les déplacés internes dans les zones hors Ouaga, pour ne pas qu'à un moment donné, ils se sentent obligés de se retrouver encore à Ouagadougou. Donc, on est face à une situation et je crois que les dirigeants, les autorités ne devraient pas regarder cela comme ça. Ils ne devraient pas regarder ces enfants qui mendient chaque fois au niveau des feux sans rien faire. Parce que jusqu'à présent, on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui est fait. En tout cas, en ce qui concerne les déplacés qu'on retrouve dans la rue à Ouagadougou. Et c'est touchant, comme je l'ai dit. Donc, c'est un appel qui est lancé peut-être au ministère de l'Action humanitaire. Il va falloir y penser et faire quelque chose pour ces familles. Pour la plupart du temps, ce sont des femmes et des enfants parce qu'on trouve rarement des hommes, en tout cas d'un certain âge. Mais ce sont des femmes, de vieilles femmes, et de jeunes filles également, et surtout des enfants
que l'on retrouve chaque fois. Donc, au niveau de ces faits, il va falloir faire quelque chose. Le constat est clair, hein, et puis je pense qu'avec justement le nombre grandissant de déplacés internes, plus on a aussi quand même des personnes qui mendient au niveau de nos feux. Oui. Et comme tu l'as dit, à un seul fait, souvent, on se retrouve avec plusieurs personnes. Oui. C'est vraiment des situations déplorables. Et moi, je pense aussi que ce que les parents aussi peuvent envisager, si vous avez notamment des jeunes filles qui ont l'âge quand même de pouvoir faire quelque chose. Moi, je te parle d'une famille de déplacés internes qui a quand même une jeune demoiselle qui a peut-être 15-16 ans, qui ne part plus à l'école malheureusement, mais quand même qui peut être aide ménagère au niveau donc des maisons. Pourquoi ne pas envisager aussi la possibilité d'aller dans ces concessions-là pour demander de l'aide. Moi, en tout cas, prendre les conditions nécessaires de sécuriser votre enfant, bien sûr, mais quand même que l'enfant travaille en tant que fille de ménage, en tant que bonne, comme on le dit. Habituellement, mais moyennant quelque chose. Ne serait-ce qu'avoir un toit, manger, se vêtir. C'est très pertinent ce que vous dites. C'est très pertinent ce que vous dites. Parce qu'effectivement, parmi ces gens qui mendient, il y a des gens qui sont en âge de travailler. C'est ça. Il y a des filles de 15-16 ans, effectivement, qu'on voit avec leur mère, souvent très âgée, qui mendient. Donc, pour ces personnes, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas penser peut-être... voilà, aller trouver quelque chose à faire, même si c'est en tant qu'aide ménagère, comme vous le dites. Mais le problème, c'est qu'ici, on se retrouve avec des gens qui sont dans un nouvel environnement, qui quittent un petit village et qui se retrouvent à Ouaga par la force des choses. Ce n'est pas évident que ces idées même les viennent en tête. Donc, c'est pourquoi je parle d'une action peut-être qui peut venir de l'autorité. Peut-être en les mettant dans un camp, on peut voir... Et on peut les recenser et puis voir parmi ces personnes ceux qu'on peut insérer dans les ménages comme aide ménagère par exemple, ou ceux qu'on peut inscrire dans des centres pour se former. Par exemple, on peut essayer de le faire. Voilà, parmi ces personnes aussi, il y a de très vieilles femmes qu'on voit souvent qui ne peuvent plus rien faire. Donc on peut voir aussi les cas, les enfants qui sont peut-être en âge d'être scolarisés, on peut aussi voir leurs cas. Donc il va falloir que tout ça soit organisé peut-être par ceux qui ont le pouvoir de décider, afin que on évite de voir ces scènes que nous voyons chaque matin ou chaque jour que Dieu fait. Quand vous voulez circuler à Ouagadougou, vous allez croiser ces scènes et c'est vraiment pitoyable, comme je l'ai dit. C'est très touchant. C'est ça. Ouais. En plus de ceux-là qui ont peut-être réussi à avoir un toit, soit en location, soit grâce à un parent, il y a ceux-là qui dorment dans les rues, il faut le dire, qui viennent... parce que là, on se retrouvait avec des enfants en situation de rue, mais vraiment... très souvent des jeunes garçons qu'on retrouve un peu groupés entre eux. Mais là, on retrouve... Moi, j'ai été vraiment choquée quand je revenais, je ne vais pas dire d'une virée nocturne, mais bon, quand je revenais un peu tard, donc la nuit, à la maison, et que j'ai vu une famille qui avait installé des moustiquaires devant des boutiques. Tu vois, tout le long de boutiques au bord de la voie là, ils avaient installé des moustiquaires et puis ils dormaient par famille. Et j'ai pu repérer, parce que bien sûr, les boutiques là gardent leurs lampes allumées. Et donc, j'ai pu repérer clairement un papa, une maman et des enfants et ainsi de suite. Je ne te parle pas d'une seule famille, mais des familles vraiment alignées. Voilà. Et puis je me suis dit, bon, ça veut dire que ces personnes-là passent leur nuit ici. Et le petit matin, ils plient vite bagage pour commencer encore à mendier. Vraiment dans un lieu inapproprié. Bon, il faut que quelque chose soit fait pour ces personnes. On espère que le message passera. Kambou, pour finir, nous partons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est sans gouvernement depuis hier. Oui, c'est ce qu'on peut dire parce que Patrick Kachi, le Premier ministre, et son gouvernement donc, ont démissionné. Donc, il a démissionné ainsi que son gouvernement, si on peut le dire ainsi. Donc, une démission transmise au président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a accepté. Alors... pour les raisons de cette démission, selon le président de la République, Alassane Ouattara, lui-même qui s'est exprimé à l'issue de leur dernier conseil des ministres, alors il s'est dit que c'est une démission qui s'inscrit un peu dans une logique d'austérité, parce que selon les dires d'Alassane Ouattara, la semaine prochaine, il va nommer un nouveau Premier ministre qui devra lui proposer un gouvernement resserré. Donc, resserrer, ça veut dire une réduction du nombre de ministres. Parce que pour Alassane Ouattara, il faut tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle.
Donc, il dit qu'il faut réorienter un peu les ressources dans une sorte de résilience ou de façon à être un peu, à s'inscrire dans une logique de résilience sociale et sécuritaire, parce qu'on n'est pas sans savoir que la vie chère qui frappe actuellement peut-être le Burkina frappe également la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a aussi l'insécurité, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Donc, Alassane Ouattara veut une réduction du nombre de ministres. Donc, selon ce qu'il dit, c'est pour non seulement renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale, mais c'est aussi s'inscrire dans une logique d'austérité pour faire des économies afin de pouvoir faire face à la vie chère et à l'insécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement ivoirien, le gouvernement sortant, était composé de 41 membres, dont 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Et ça même, ça a été une réduction parce que le gouvernement qui était là avant ce gouvernement qui vient de partir était composé de 47 membres, dont 41 ministres et 6 ministres d'État. Maintenant, Alassane Ouattara avait un gouvernement d'une trentaine de membres. On ne sait pas trop ça sera combien exactement, mais l'idée, c'est de réduire le nombre de ministres, le nombre de postes ministériels pour économiser de l'argent, pour parler un peu terre à terre, parce qu'il y a la vie chère qui frappe les populations, il y a l'insécurité aussi, à laquelle il va falloir faire face. Voilà. Maintenant, il y a toujours des non-dits quand on parle de démission. Il y a toujours des non-dits parce que c'est possible qu'il y ait d'autres agendas. Parce que la constitution ivoirienne, par exemple, prévoit un vice-président. Mais depuis la démission du vice-président qui était là, Daniel Kabla-Duncan, Alassane Ouattara n'a plus nommé de vice-président. Donc, selon certains observateurs, c'est possible que le Premier ministre démissionnaire, Patrick Achi, soit peut-être nommé la semaine prochaine vice-président et un nouveau Premier ministre sera là pour lui proposer ce nouveau gouvernement resserré. Mais ce n'est pas exclu aussi que Patrick Achi soit reconduit à son poste de Premier ministre, parce que cela est possible. On l'a vu récemment en Mauritanie, où le gouvernement a démissionné, le Premier ministre a démissionné avec tout son gouvernement, mais la semaine qui a suivi, ou les jours qui ont suivi même, il a été reconduit, et il a proposé un nouveau gouvernement, remanié, si on peut le dire ainsi. Donc, on attendra d'ici la semaine prochaine pour savoir ce qui se cache réellement derrière cette démission du gouvernement ivoirien. Merci. Merci et très bonne suite. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous parlons du droit du consommateur, mais nous parlons aussi et surtout donc de la hausse des prix des produits de grande consommation aujourd'hui avec le RANCOF. Nous sommes avec son président, et on revient. Monsieur Adama Bayala est notre invité du jour. Rappelons, il est le président du RANCOF, le réseau national des consommateurs du Faso. Bonjour à vous, monsieur Bayala. Bonjour, madame Nikima. Bienvenue sur notre plateau. On parle donc de la hausse notamment des prix des produits de grande consommation avec vous, avant de parler bien sûr du droit des consommateurs. La vie chère, c'est une réalité aujourd'hui au Burkina Faso, vous l'aurez constaté avec nous. Augmentation des produits de grande consommation, riz, les céréales bien sûr, l'huile, et puis voilà, en passant bien sûr par d'autres produits encore. Alors, vous avez fait le constat aussi sur le terrain, c'est une réalité. Effectivement, c'est une réalité. Parler de vie chère aujourd'hui, c'est une vérité de la palissade. Alors aujourd'hui, c'est difficile pour le Burkinabé, encore que notre population est une population en majorité jeune qui vit essentiellement d'agriculture, une population rurale 80%. Et vous n'êtes pas sans savoir que la période que nous traversons est marquée par une diminution drastique de la pluviométrie, des activités terroristes qui empêchent nos braves populations de vaquer librement à leur activité. Et avec la maladie à coronavirus, la guerre russo-ukrainienne, tout ça a pour effet d'entraîner la flambée des prix sur nos marchés. À ce jour, la question est intenable, insupportable. Sur les marchés, le sac de riz de 25 kilos, il faut débourser pas moins de 12 500 francs, là où vous devez débourser ne serait-ce que 8 000, 9 000 francs quelques mois seulement avant.
Il n'y a pas un sac de 50 kilos qui se vend aujourd'hui à moins de 20 000 francs CFA. Alors, quand vous prenez les céréales, un pays comme le nôtre producteur de maïs, le prix du maïs mégote se vend sur le marché aujourd'hui à 30 000 francs CFA, le petit mil 32 000 francs CFA, le sac de haricots aujourd'hui à 49 000 francs CFA. Les conséquences se ressentent aussi dans les assiettes. Mais avant de parler des conséquences des assiettes, nous sommes un pays d'éleveurs. Aujourd'hui, le kilo de viande qui se vendait il y a quelques mois seulement, 1 mois, 2 mois, 2500 francs, vous l'avez sur le marché à 3000 francs CFA. Alors, les conséquences dans les assiettes, et le plat de haricots, il y a des endroits où il n'y a plus haricots à 100 francs CFA, est difficile, intenable. Et dans les ménages, je me plais à dire aussi souvent que dans un passé très récent, dans nos familles, les familles les plus pauvres, notamment celles qui sont dans les zones périphériques et puis à l'intérieur du pays, on ne partageait qu'un plat, un seul plat le jour, à savoir celui du soir. Alors aujourd'hui, je suis tenté à dire que dans les familles aujourd'hui, les familles précaires, on ne partage qu'un plat tous les 3 jours. Et c'est une situation intenable. Si nous ne prenons pas la mesure de la situation, je crains fort que nous risquons de vivre des émeutes de la faim ici dans notre pays. La faim, une réalité, donc la cherté des produits, une réalité. Et c'est justement pour cela que le ministère du Commerce, pour ne pas citer le ministre du Commerce lui-même, était face à la presse, donc la semaine dernière, pour parler de vie chère, qui est une réalité aujourd'hui. Mais le gouvernement rappelle quand même que pour ce qui concerne, par exemple, les prix de l'essence et du pain qui n'ont pas encore augmenté, c'est grâce à une subvention de l'État. Ça veut dire que quand même nos autorités songent à soulager les populations. Oui, que dire? Le ministre, somme toute, nous prépare à une éventuelle augmentation des prix des hydrocarbures et avec des prix du pain. Alors, doit-on s'attendre à une augmentation des prix? Pour le consommateur, ce n'est pas souhaitable. Pour l'intérêt même du pays, ce n'est pas souhaitable. Pour l'intérêt même des autorités du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, ce n'est pas souhaitable. Il y a 3 mois de cela, nous ne pensions pas, eux, qu'ils se sont invités sur la table du gouvernement pour prendre en main les choses dans ce pays qui, pensait-il, n'allait pas dans le bon sens. Aujourd'hui, nous sommes portés par l'espoir qu'il va y avoir des changements et avec le MPSR. Alors quand nous écoutons le ministre avec quelques chiffres qu'il a évoqués, selon qu'il y a moins d'1 an seulement, le prix du baril c'était $65 sur le marché international. Aujourd'hui, il a évoqué le chiffre de $130 sur le marché. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que les prix du baril fluctuent sur le marché. Le prix fluctue, pas plus tard que hier quand je consultais, il était de l'ordre de $110. Alors, le gouvernement, l'État, c'est une continuité. Alors, on nous a annoncé que selon l'évolution des prix des hydrocarbures sur le marché, les prix des hydrocarbures aussi pouvaient évoluer sur nos marchés. C'est en cela qu'il a été mis en place le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures. Mais je dois aussi dire ce que le ministre n'a pas dit. En 2019, à côté ici, le prix du baril sur le marché international, c'était de l'ordre de $18 du franc CFA. Ça veut dire que ça avait chuté à l'époque. Ça avait chuté à l'époque. Mais on n'a pas senti de baisse sensible sur le prix des hydrocarbures à la pompe. Donc, je suppose, je me plaît à croire, j'ai la faiblesse de croire qu'il y a eu des marges qui ont été dégagées. Ces marges-là pourraient servir donc ici où les prix vont à la hausse sur le marché international. Gouverner, c'est prévoir. Si ça se trouve que ces mécanismes-là ne sont pas mis en œuvre, est-ce que c'est le consommateur, c'est le peuple qui doit payer? Ce n'est pas exagéré de me répéter à l'heure qu'il est. Il serait indécent, insupportable, inconcevable d'aller vers une hausse éventuelle des prix des hydrocarbures. Ce n'est pas du tout souhaitable. Encore que, quand vous prenez le Burkina Faso, je disais que c'est une population essentiellement agricole, le pouvoir d'achat, il est tellement faible que j'ai été surpris de voir le ministre se livrer à des comparaisons avec des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. Nous n'avons pas le même pouvoir d'achat. Le ministre, il aurait été intéressant qu'il prenne l'exemple d'un autre pays producteur, qui lui est sahélien, qui lui partage les mêmes réalités que nous. C'est le Niger. Et là-bas, au Niger, le prix des hydrocarbures, de l'essence, le super, il est de l'ordre de 560 francs CFA.
Et puis, permettez, madame, je voudrais relever un fait. Le ministre l'a dit. Le prix du super de l'essence, le ministre nous laissait entendre qu'il vaut 615 francs sur le territoire national. Nous disons non. Selon les zones où vous vous trouvez, le prix varie. Dans la région du centre, vous avez le prix qui est de l'ordre de 615 francs. Quand vous vous retrouvez à Bobo, 610 francs. Selon que vous vous éloignez du sud du Burkina Faso, vous allez à l'est, vous avez des zones où vous avez le prix de l'essence à 634 francs. Dans le Sahel, comme Gorom, 640 francs. C'est en fonction de la situation, surtout de la situation sécuritaire. Les zones qui vivent vraiment l'insécurité aussi, il y a des difficultés. Non, en fait, ce sont les prix fixés par le gouvernement. Ce sont les prix fixés. Il y a des produits qui sont fixés, dont les prix sont fixés par le gouvernement. Alors, s'il se trouve que sur le marché, dans les zones dites où les prix ont été fixés à 640 francs, que quelqu'un venait à vendre l'essence à 700 francs, c'est ce qu'on appelle le prix fixé. Et le commerçant qui se livre à cet exercice est passible de poursuite. Ce commerçant est passible de poursuite parce que le code du commerce le prévoit. Voilà. Il y a des prix fixes. Ce que je voudrais dire, en notre sens, au niveau du réseau national des consommateurs du Faso, il y a lieu maintenant de penser, de mettre un terme à cette pratique qui date. J'apprends, elle relève de l'époque de Sangoulé Lamizana. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle époque. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des statistiques qui ont été produites à l'instigation du gouvernement. Je voudrais prendre l'un des derniers de l'Institut national de développement de la statistique et du développement, INSD, qui dit que dans la région du centre, le revenu moyen annuel d'une personne adulte est de l'ordre de 160 000 francs CFA, plus de 160 000 francs CFA. Quand vous allez à l'intérieur du pays, je vais prendre la région de l'Est par exemple, le revenu moyen annuel est de l'ordre de un peu plus de 60 000 francs CFA. Madame, est-ce que vous pensez que c'est concevable? C'est explicable. Le fait qu'à Ouagadougou, ici, où les gens ont un revenu moyen, un pouvoir d'achat plus important, payent le prix de l'essence à 615 francs. Et de l'autre côté, où le revenu moyen, ils ont un faible pouvoir d'achat, on paye le prix de l'essence un peu plus, c'est-à-dire à 632 francs, 34 francs. Est-ce que c'est explicable? Alors, je crois que les statistiques sont organisées, sont faites pour pouvoir aider à la décision, à la prise. Voilà. L'autre constat aussi que j'essayais justement de faire remarquer, c'est que surtout dans ces zones-là où les populations vivent l'insécurité au quotidien et ces attaques-là, c'est que malheureusement, c'est vrai qu'il y a le prix fixé de l'essence qui est là, mais tellement l'essence se fait rare, on se retrouve justement avec des commerçants qui, soit en vendant donc de l'essence illégalement ou à base de bouteilles et autres, qui augmentent ces prix. Et on a vu, hein, vous avez suivi l'actualité avec nous, des gens qui ont acheté le litre à 1500, à 2000 francs, vous avez vu ces cas. Ça veut dire que c'est en fonction aussi de la zone où on se trouve. Et surtout en fonction aussi de la situation actuelle que vivent ces populations. Je partage ce constat. Ce n'est pas un fait nouveau, c'est inhérent, c'est lié, c'est intrinsèque aux crises de toute l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'il y a une crise, les périodes d'instabilité, de troubles sont suivies par la flambée des prix. Alors, et cela aussi relève d'un fait, c'est que nos commerçants ne sont pas catholiques. Nos commerçants sont véreux. Je ne parle pas des commerçants qui sont dans les zones de haute insécurité, mais quelques-uns d'entre ceux qui sont dans les zones encore sous le contrôle de l'État. C'est d'ailleurs ce qui explique la flambée des prix. Lorsque nous avons fait nos récentes sorties sur le terrain, des échanges avec les commerçants, les détaillants, il est revenu que, à la veille des périodes de carême, encore que la plupart de nos commerçants sont musulmans, c'est un fait qu'on n'explique pas. Ils se livrent, ils conservent les produits dans des magasins. Ils créent les conditions, ils créent les circonstances du manque sur le terrain. Et puis après, ils sortent ces produits qu'ils vendent à des prix hors de tout entendement. Pour des musulmans, est-ce que c'est concevable? Et puis j'ai envie de dire, comme ce n'est pas vain de le répéter, hein, l'une des raisons qui explique un peu la flambée des prix, c'est un peu ça. Je crois que lors de l'enquête que nous avons commanditée sur le terrain, il ressort que pas moins de 40% de commerçants ne sont pas au courant qu'il existe, pas moins de 40% qu'il existe un cours du commerce. Donc il y a assez à faire, il y a la formation à faire à ce niveau.
Les gens ne sont pas informés, c'est vrai, mais le problème surtout avec ces hausses des prix-là, c'est que vous essayez toujours de vous renseigner, de faire peut-être des enquêtes. Personne ne vous dira où est-ce que le problème se situe, où est-ce que l'augmentation a eu lieu. Parce que si vous vous renseignez auprès de votre boutiquier du quartier, il vous dira c'est chez le grossiste qu'il y a eu augmentation. Vous partez chez le grossiste, il vous dira c'est pas à mon niveau. On ne sait pas où se situe justement le problème pour que, surtout chaque année, à la veille du mois de jeûne musulman, on assiste à ces augmentations des prix, à cette flambée des prix. Cette année, c'est exceptionnel parce qu'il y avait bien sûr cette flambée générale, mais ensuite, le mois de carême, ça s'accentue. À qui la faute? Je ne suis pas. On se demande bien à qui la faute. Je ne suis pas porté à poser des questions ici. Je ne suis pas censé poser des questions ici, mais à répondre. Madame, à qui la faute? À qui la faute, justement? Oui, justement, tout le monde sait, vous savez. Le consommateur sait, c'est le gouvernement, vous et moi. Nous avons accepté de concéder une partie de notre liberté à l'État, au gouvernement. Pour que, dans un mécanisme juste, équitable, à travers un système redistributif, chacun gagne sa part du gâteau national. Et le gouvernement nous a donné le sentiment, l'impression de prendre la mesure de la situation en 2017 en adoptant une loi portant réglementation du commerce au Burkina Faso. À l'occasion, il a été institué la Commission nationale de la concurrence et de la consommation qui est chargée de surveiller le marché. Que fait cette commission? Que fait cette commission? La preuve, nous aujourd'hui, en tant qu'organisme de défense des droits du consommateur, nous avions été sur le terrain. Les commerçants nous disent, les détaillants particulièrement, que le problème se retrouve au niveau des grossistes. Il y en a même qui vont même jusqu'à nous montrer les factures d'achat. Si vous achetez à X prix, si vous ne vendez pas le prix du sucre, qui d'ailleurs a été le paquet de sucre Caro, qui a été fixé par le gouvernement à 750 francs. Quand on vous montre une facture et que les commerçants voudront vendre le paquet de sucre à ce prix, c'est clair qu'ils vont enregistrer des pertes. Alors que c'est la même loi dit que le commerçant ne doit pas vendre à perte. Et donc il y a des commerçants qui sont obligés d'augmenter une marge. Et le prix du sucre se vend aujourd'hui sur le marché à 800 francs, 850 francs CFA. Et d'ailleurs, il y a même des commerçants qui ont dit, surtout les grandes alimentations, à ce jeu-là, nous ne vendons pas de sucre. Donc vous allez aller dans des alimentations, dans des boutiques, dans des supermarchés, vous ne trouverez pas de choses de sucre. À qui la faute? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, mais quand même le ministère du Commerce a entrepris ces derniers temps justement des contrôles sur le terrain. C'est ce qui a été annoncé pour justement essayer de réglementer ou de voir le respect de ces prix fixés. Quel est le constat que vous faites? Oh, madame, le ministère du Commerce a entrepris des contrôles sur le marché, j'ai envie de croire. Alors nous, au risque de nous tromper dans nos jugements, de prime abord, nous pensions que c'était une opération cosmétique d'enfumage, comme cela a l'habitude de se passer. Mais avec les nouvelles autorités, nous avions eu la faiblesse de croire qu'il y avait un air de changement si fait que nous nous sommes donné le devoir, en tant qu'organisme de défense des droits des consommateurs, le réseau national des consommateurs du FASO, avec une approche innovante nouvelle, qui a consisté à faire un sondage, une enquête sur le terrain, pour mesurer l'ampleur de cette opération de contrôle. Mais sur le terrain, qu'en est-il? Je dois vous dire, avant cette opération, pas plus tard que l'année dernière seulement, nous, organismes de défense des droits du consommateur, nous n'avons pas de droit, le pouvoir de saisine, de contrôle. C'est la surveillance, c'est l'interpellation, c'est la sensibilisation, c'est appui, conseil et suivi. Donc à ce titre-là, nous avons de concert avec le ministre d'alors décidé, voyez-vous, un peu sur le terrain, après quelques observations, d'appeler les services de contrôle pour qu'ils viennent sur le terrain pour, vous voyez, un peu essayer de mettre de l'ordre dans le marché. Mais chaque fois que vous appelez la direction générale du contrôle, c'est silence. On ne vous décroche pas. Quand on vous décroche, on est en mission, ceci, cela. Donc sur le terrain, qu'en est-il? Ça veut dire que vous détectez le problème sur le terrain. On détecte. On appelle la direction générale du contrôle. Pas plus tard que hier, j'appelais le directeur général. Silence. Vous dites quelque part, dans cette boutique, il y a des choses qui ne sont pas respectées. On fait rien. Et après, on ne suit pas. Même la question de vente sauvage. Les prix du gaz butane ont été fixés. Les prix de gaz butane sont fixés. Mais aujourd'hui, vous allez la bouteille de 12 kg. Oui.
6 000 francs. Et même plus 6 250 selon les endroits. Mais Au ce lieu sont les de vendeurs 5 sauvages. 500. Et la vente sauvage est interdite par notre loi. Vous identifiez les contrevenants, les faussaires. Vous n'avez pas le pouvoir de saisine. Vous n'avez pas le pouvoir de contrôle. Ceux qui doivent venir ne viennent pas. Bon, sur le terrain, les commerçants nous ont laissé entendre que, selon leurs propositions, il faut contrôler les contrôleurs. À les entendre, il y a la corruption sur le terrain. À les entendre, il y en a qui sont... des contrôleurs ne sont pas professionnels. Le ministre, d'ailleurs, il a avoué, il a dit, sur toute l'étendue du territoire, 274 200 km², on n'a que 300 contrôleurs. 300 300 contrôleurs pour tout le pour pays. tout le Burkina. Pour tout le Burkina. Il faut renforcer les effectifs. Et avec les moyens qui vont avec. Moi, je suis un agent public, je sais de quoi je parle. Il faut leur donner les moyens. Il faut mettre en place des mécanismes de motivation afin que les gens travaillent. Mais on va dire que Sinon, vos à ce prix- structures aussi, justement, complètent un peu le nombre. Effectivement. Le RANCOF, la Ligue des consommateurs du Burkina, parce que vous êtes sur le terrain aussi pour notamment détecter les cas. Effectivement, si vous êtes écouté, s'il y avait une synergie, s'il y avait une collaboration, une concertation, voyez-vous que nous allons enregistrer ensemble des résultats probants, palpables, visibles, et cela dans l'intérêt du consommateur. Monsieur Bayala, revenons justement à cette enquête que le RANCOF a lancée, parce que là, le ministère du Commerce sort et dit qu'il part sur le terrain pour contrôler les prix et veiller surtout au respect des prix fixés par le gouvernement. Et là, le RANCOF décide justement d'enquêter ou de mener une enquête sur ces opérations de contrôle du ministère. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette enquête-là et qu'est-ce qui ressort, même si aujourd'hui vous n'avez pas encore tous les résultats, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que vous pouvez dire? Madame Nikima, nous voulons, pour vous qui nous faites l'honneur de nous recevoir sur votre plateau, nous voulons compter sur vous, porter par l'espoir que vous allez nous recevoir pour parler des résultats de cette enquête. Nous Qui est sommes en à la cours, phase il faut de le dire. dépouillement. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 3/4. C'était un échantillon de un peu plus de 267, je crois. Alors, l'enquête a été menée dans les 4 coins de Ouagadougou. Pourquoi le choix de Ouagadougou? Ouagadougou, c'est la capitale politique. Au-delà, c'est le plus grand centre administratif, le plus grand centre commercial, le plus grand centre d'affaires. C'est le centre aussi qui concentre les structures de contrôle de l'État. Donc, on suppose que si rien n'est fait à Ouagadougou, ce n'est pas à l'intérieur du pays. Alors, cette enquête a été commandée par un constat, comme je le disais tantôt. Généralement, nos autorités se contentaient d'opérations cosmétiques d'enfumage. Après, Qu'est-ce que vous appelez opération cosmétique? opération cosmétique d'enfumage, c'est-à-dire on mobilise la presse, on fait mine de faire les contrôles, passer ce jour, on retourne dans les bureaux et puis c'est terminé. La preuve, quand vous jetez un regard furtif sur l'ensemble des fiches, les commerçants vous disent, quand vous prenez la zone de 1200 logements, la zone de Padoua, un peu Gounguin, quelques artères comme ça, il y a eu quelques contrôles. Certains vous diront que nous avons été contrôlés il y a plus d'1 an. Certains vous diront que nous n'avons jamais été contrôlés. Et nous avons travaillé de sorte à cerner les 4 coins de la capitale. Alors, nous avons été dans la zone de Karpala, vous remontez jusqu'à Rimkieta, Markouchi, Pissi. Vos enquêtes voilà, consistaient à quoi justement sur le terrain? En fait, c'est un questionnaire que nous avons bâti autour de 19 mois. Il fallait faire un questionnaire léger, des questions fermées. Eu égard aux personnes qui sont devant nous, des questions fermées, ne pas les faire parler assez. Oui, non, et puis des propositions à la fin. Alors, le questionnaire était articulé essentiellement autour de l'opération de contrôle. Est-ce qu'il est effectif? Ok. Passer l'opération de contrôle, est-ce que les commerçants même sont au fait, savent qu'il existe une loi portant code du commerce? Vous évoluez dans un domaine, vous êtes appelé à savoir ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Et donc, bon nombre d'entre eux, on n'a pas terminé, un peu plus de 40, ne sont pas au fait, ne savent pas qu'il existe une loi portant code du commerce. Même pour ceux qui savent qu'il existe une loi. Est-ce qu'ils connaissent le contenu? Et maintenant, la dernière partie a consisté aux attentes des commerçants. Quelles sont les attentes? Elles se sont exprimées. Les commerçants, ils se sont exprimés. Ils disent, entre autres, qu'ils attendent, comme je le disais tantôt, le contrôle des contrôleurs. Qu'ils attendent que le gouvernement mette le doigt là où se trouvent les problèmes, notamment au niveau des grossistes.
Ce sont des affirmations des commerçants. Les grossistes sont plus faciles à identifier, non? On ne comprend justement ils doivent être pas. moins nombreux que On ne les comprend DPA. justement pas. Bon, ils demandent aussi que le gouvernement diminue aussi les taxes. Hein. Voilà. Ok. Voilà un peu essentiellement, on aura l'occasion de revenir un peu sur les conclusions de cette enquête. D'accord. Donc, sinon, pour le moment, on retient que beaucoup ne sont pas informés ou n'ont pas encore reçu les contrôleurs. Peut-être que c'est Beaucoup n'ont pas l'occasion à été travers contrôlés à ce jour. Quand cet vous imaginez entretien que ça les fait gens partent aujourd'hui sur le 11 terrain. jours, 2 jours que le mois de Ramadan a commencé, on est inquiet, c'est quand va venir le contrôle. Pas grave, même si c'est tard, pourvu que les prix ne flambent pas. Ce que nous ne souhaitons pas du tout, madame, eu égard à la conjoncture nationale. Une augmentation de prix de produits, ce serait insupportable. Tenez-vous bien que, eu égard à la crise, nos frères, nos parents, ils sont venus de la région du Sahel, de la région du Nord, du Centre-Nord, de l'Est. Vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui ont un pouvoir d'achat à la limite acceptable sont les fonctionnaires. Dieu sait combien de personnes ces fonctionnaires accueillent chez eux. Dans les zones périphériques, faites un tour, vous verrez. Aujourd'hui, nous avons aussi approché la SONAGES qui devrait avoir, je crois, au moins 3 stocks, notamment un stock d'intervention, un stock de sécurité. Ben, à ce qu'il paraît, il y a presque, il y a rien. Eux pourraient s'expliquer. Effectivement, à travers les responsables de la SONAGES, on apprend que à Ouagadougou, ici, il n'y a pas de boutique témoin. On va enrayer la crise comment? Alors que la SONAGES, c'est un instrument qui a été pensé depuis les années 1994 pour se faire. Il n'y a pas de boutique témoin. Les boutiques témoins auraient pu nous sauver. Parce que j'apprends que le sac de 50 kg de maïs, de mil, de riz, pour les boutiques témoins, c'est 6 000 francs CFA. Ben aujourd'hui, on apprend que ils sont en train de déployer les boutiques témoins. Ça a déjà été fait dans la région du Sahel. Ça a été fait au nord. C'est maintenant on est en train de penser à la ceinture périphérique de Ouagadougou. Où sont passés les stocks? À côté de ces produits qui coûtent cher, il faut maintenant parler de la qualité. Oui. La qualité et la quantité peut-être, parce qu'on sait aussi que toujours à l'approche de Ramadan, il y a d'un côté ces produits qui sont là, mais à un prix élevé. Mais il y a aussi des produits qui sont souvent périmés, des produits avariés. On a vu ces récents cas de poissons avariés. On a vu ces récents cas donc, de boîtes de conserve et autres. Ça veut dire que d'un autre côté aussi, la qualité de ces produits est à déplorer. Madame, c'est un constat. Il est triste. Nous côtoyons la mort. Nous fuyons la mort, elle nous suit. Ou c'est nous qui la fuyons, elle nous vient. Nous consommons la mort au quotidien. C'est un triste constat. Après l'affaire de l'homme d'affaires important Canet, je ne veux pas faire de contre-publicité en citant son nom ici, parce qu'il a droit à la préservation de son image. On a pensé que c'était un fait qui relevait du passé. Ben aujourd'hui encore, cette pratique nous colle à la peau. Bon, il n'est pas rare de voir des poulets avariés, poissons avariés, des canettes, et même les qualités de riz sont suspects. Les riz que nous consommons sont suspects. Quand on a parlé de riz en sachet, bref, à qui la faute? Nous, consommateurs, les commerçants et le gouvernement qui est à charge de surveiller. Mais, madame, au-delà de la qualité des produits de consommation, mais l'eau que nous buvons tous les jours, l'eau que nous consommons tous les jours, est-ce que vous savez qu'à Ouagadougou, par exemple, nous avons plus de 200 marques d'eau conditionnée, les eaux emballées, plus de 200 marques. Selon les laboratoires nationaux que nous avons contactés, pour la région du centre Ouagadougou, seulement 30 marques d'eau font l'objet de contrôle et de suivi réguliers. Et les autres que nous consommons. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas aux citoyens aussi de se contenter de ces 30 bonnes marques pour ne plus acheter les autres? Oui, effectivement, encore faut-il que les citoyens connaissent ces marques d'eau. C'est en cela que nous avons besoin de tribunes. D'ailleurs, je dois dire, au titre des activités que nous avons entreprises, nous avons démarché quelques organes de presse, je ne vais pas citer les autres, notamment la vôtre, notamment le vôtre, en vue de bénéficier d'une tribune pour communiquer sur les droits des consommateurs et sur la qualité des produits qui circulent.
Nous rêvons un partenariat avec vous. Nous avons déjà entrepris le directeur exécutif. Je pense que les choses vont évoluer parce que c'est une question qui est d'actualité. On ne peut pas les résoudre sur les acteurs défenseurs des droits des consommateurs. Il faut le soutien, l'accompagnement des médias que vous êtes. Alors, nous allons faire notre travail, à savoir informer les consommateurs, informer les citoyens, informer les décideurs. Je crois savoir que la loi portant installation, production des eaux conditionnées au Burkina Faso date de 2015. À l'époque, un constat avait été fait selon qu'il y avait plus de 100 marques et que ces marques-là ne respectaient pas les conditions. À ce titre, il avait été décidé de leur donner une période moratoire de 1 an pour permettre à ces structures, à ces sociétés-là de se mettre en ordre. Passer ce délai, c'est catastrophique. Il faut au moins des infrastructures, des équipements de pompage, de stockage et même des laboratoires. Allez-y, vous verrez que les gens n'interviennent pas du tout. Et cela, j'ai envie de dire, avec la complicité de certains acteurs. Et nous consommons la mort tous les jours. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, notre espérance de vie, vous aurez remarqué, il est faible. Et quand on parle des droits du consommateur ou on pense aussi aux sociétés d'État notamment, on sait que dans vos sorties, vous parlez notamment de la Sonabel. On est en période de canicule, hein, donc avec certainement ces coupures qui ont déjà commencé, que les Burkinabés vont vivre, notamment également l'ONEA avec bien sûr sa nouvelle forme de facturation. Et alors, les factures qui viennent pour ne pas dire euh, euh, parce que le DG de l'ONEA dit de ne pas dire 2 factures, puis les gens risquent de croire que c'est 2 factures par mois, mais en tout cas, sa nouvelle forme de facturation aussi qui cause problème. Actuellement aussi, à ce niveau, au niveau de ces sociétés d'État-là, quelque chose doit être fait. Effectivement, madame, vous faites bien de le dire. Nous prenons la mesure de la situation. Dès l'avènement des nouvelles autorités, nous avons décidé de les entreprendre. Pour leur faire savoir que nous existons, pour les accompagner. C'est lieu de le dire, il faut que ces autorités sachent que nous ne sommes pas contre elles. Nous ne sommes contre personne. Pas plus tard que 3 mois, ils étaient consommateurs. Aujourd'hui, ils ont été promis à des responsabilités afin de nous porter vers le bonheur. Nous sommes là pour les accompagner. Eux, aujourd'hui, comme ceux qui les avaient dévancés, ils s'en iront. Donc, il y a lieu qu'ensemble, nous nous retrouvons, nous nous concertons, nous nous enrichissons pour laisser à la postérité un pays sain, agréable à vivre. C'est à ce titre d'ailleurs que nous avons adressé des correspondances au Premier ministre lui-même d'ailleurs, au ministre en charge du département spécifique stratégique portant sur les eaux par exemple, portant sur les hydrocarbures, le ministre de l'eau, le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et bien d'autres. 7 ministres. Nous avons pris attache avec 7 ministres à ce jour. Ça fait bientôt, j'ai envie de dire, 3 semaines. Bon, c'est des correspondances qu'on nous adresse en retour. Je ne vais pas révéler ici l'épisode avec le ministère en charge de l'environnement, mais on nous a appelé pour dire on allait organiser une rencontre avec le premier responsable du département. C'est déjà porter notre voix, porter les préoccupations des consommateurs. Voilà, après les rencontres avec eux, nous envisageons aller rencontrer les directeurs généraux pour porter. Et nous avons une approche nouvelle. Vous aurez l'occasion de le constater. Selon qu'il y aura une journée internationale nous allons porter la voix du consommateur. Selon qu'il y aura des occasions qui se présenteront, nous allons communiquer au moyen d'outils de communication que nous maîtrisons bien. Donc, vous allez aller vers ces sociétés d'État encore expliquer, discuter. Et puis, défendre, porter la voix du consommateur afin que on réduise les coupures d'électricité, on ne les sente pas, on ne les vive pas. Aussi la qualité des eaux que nous avons dans nos robinets. Vous savez que cette eau est de piètre qualité, de très mauvaise qualité. Vous prenez un bonhomme aujourd'hui, il est sain. 5 ans, 6 ans après, pour celui qui consomme les eaux de nos robinets dans nos foyers, alors il souffre de calculs rénal. Alors le médecin vous dit, ne buvez plus cette eau. La qualité de cette eau, elle est chose. Et puis en plus de ça, il y a des coupures. Je dois vous dire, il y a un quartier de Bobo-Dioulasso, je crois que c'est dans le secteur 4, à côté d'un institut. Il y avait, lorsque on a notre représentant régional de la région des Hauts-Bassins qui nous a alerté la semaine dernière pour dire que dans ce quartier-là, qui est juste un institut supérieur, voyez-vous, il y avait 4 jours sans eau. Et quand vous avez l'eau, c'est pour la nuit.
C'est-à-dire 1 heure, en 3 heures, 4 heures du matin. Mais les gens dorment. Mhm. Il n'y a non seulement pas d'eau, comme si cela ne suffisait pas. La qualité aussi, elle est tard. Voilà, et puis au niveau des hydrocarbures, bon, vous savez que je trouve que les prix sont à ce jour encore très exorbitants. Au niveau de la structure des prix, vous avez 11 stades. Il y a des stades qu'on peut biffer. Il y a des taxes vraiment que nous ne comprenons pas. Quand vous prenez les taxes sur les produits pétroliers, ça fait 125 francs. Oui, on va voilà, finir quand rapidement. vous prenez les taxes douanières, quand vous prenez la TVA, les taxes douanières, ça fait 45 francs. Vous prenez la TVA, 18%, ça fait près de 95%. Sans compter qu'entre la Sonabi et puis nous, à la pompe, vous avez des distributeurs au milieu. Bon, on ne comprend pas. Voilà. Merci bien. Le sujet est intéressant, mais notre temps est terminé. On aura d'autres occasions, certainement quand vous allez finir cette enquête qui vise à justement voir si le contrôle du ministère du Commerce s'effectue bien sur le terrain. Nous allons en reparler sur ce plateau. Merci madame, merci pour la tribune à nous faite. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau monsieur Adama Bayala. Il est le président du RANCOF, le réseau national des consommateurs du Faso. Et nous avons parlé bien sûr de la hausse des prix des produits de grande consommation et surtout de cette enquête lancée par le RANCOF. Une enquête qui va consister à vérifier sur le terrain ces opérations de contrôle des prix lancées par le ministère du Commerce. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Nous sommes jeudi et nous avons rendez-vous avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour parler de cybercriminalité et surtout vous conseiller concernant donc ces cyber-escrocs et surtout leurs actions. Nous sommes avec le lieutenant de police Napourba, Julien Legman. Il faut rappeler qu'il est chef de la collaboration policière au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nikiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'occasion. On parle aujourd'hui de la manifestation, bien sûr, de la cybercriminalité toujours. Oui. Et le thème aujourd'hui, c'est le chantage à la webcam ou à la vidéo. Tout à fait. Chantage à la webcam ou à la vidéo. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir justement ce qu'on appelle chantage à la webcam? D'accord. Et déjà, pour comprendre du chantage à la webcam, il faut noter que il y a plusieurs appellations. Hein. Okay. Et souvent, on dit chantage à la webcam, chantage à la vidéo ou même sextorsion. Alors, c'est une forme d'arnaque en ligne. Maintenant, en quoi cela consiste? Il faut dire que c'est lorsqu'une personne détient ou prétend détenir des contenus intimes de vous. Je parle ici de photos ou de vidéos. Et donc, utilisant ceci pour exercer une certaine pression sur vous, vous faire chanter en vue d'obtenir un avantage et généralement dans nos contextes au Burkina Faso, obtenir de l'argent. Donc c'est de là qu'on parle de chantage à la webcam ou à la vidéo et même sextorsion. D'accord. Et très souvent, comment ils procèdent, disons, ces chanteurs ou ces maîtres chanteurs? Oui, d'accord. Déjà, avant de donner quand même leur mode opératoire, il faut noter que ceux qui se rendent coupables de ce type de pratique, ils risquent déjà une peine d'emprisonnement allant d'une année à 10 ans et d'une peine d'amende allant d'1 million à 3 millions de nos francs CFA. Alors, en ce qui concerne le mode opératoire, il faut déjà distinguer deux cas parce qu'en matière de chantage, il y en a deux possibilités. Mais bon, pour notre contrée, pour le cas du Burkina Faso, on a une des possibilités qui est très répandue. Maintenant, pour la première, c'est très souvent, vous pouvez recevoir un mail et dans le contenu du mail, on vous fait savoir qu'en réalité, soit votre compte a été piraté ou votre ordinateur est sous contrôle et que il détient ou la personne détient des images compromettantes ou des vidéos compromettantes de vous. Mais généralement, après ceci, on va d'ores et déjà vous exiger, que ce soit de l'argent ou tout autre avantage à tirer profit. Mais au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, les cas que nous recevons les plus fréquemment, ce sont les cas pour lesquels, en réalité, c'est l'image ou bien la vidéo
est très généralement transmise par la victime. Maintenant, comment ça se passe pour que le cyberdélinquant, la personne de mauvaise intention, arrive à en détenir? Dans le mode opératoire, très souvent, ça débute sur un réseau social. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok ou bien d'autres réseaux sociaux. Au bon, déjà, on vous envoie une amitié et alors, à l'issue de cela, vous acceptez l'amitié. Dès lors que vous acceptez l'amitié, voilà, les échanges commencent. Et dès lors que vous répondez, il faut noter que plus tard, la personne va vous demander de changer de réseau social en allant sur WhatsApp. Et c'est à l'issue que, très généralement, dès que la conversation commence, on essaie réellement de vous amadouer, de vous, en tout cas, verser tous les éloges possibles, de vous faire les éloges possibles et de vous séduire. Et dès lors que cela est fait et que ça avance bien, la personne peut choisir de vous envoyer déjà une photo sensible d'elle-même, voilà, et pour vous mettre déjà dans le bain. Et en retour également, il va demander, en tout cas, que vous également vous partagez un contenu avec elle. Dès lors que vous donnez à ce jeu, vous prêtez à ce jeu. Alors, très souvent, dès lors que vous aviez envoyé une photo, pour le moment, le niveau de chantage n'est pas très élevé. Mais après, on va vous lancer un appel vidéo. Et dès que vous décrochez, vous verrez déjà, si vous êtes un homme, vous verrez une femme qui est déjà en tenue d'Adam et Ève. Et qui vous invite également à l'imiter. Et donc, vous savez que très souvent, ce n'est pas facile de résister. Et beaucoup, malheureusement, ça donne également, se prête au jeu. Et à l'issue de cela, le cyberdélinquant enregistre la vidéo en réalité. Dès lors que vous finissez l'appel vidéo, alors il vous renvoie un message pour vous faire comprendre que, en réalité, lui n'est pas la personne qui prétend être. Et donc, du fait qu'il détient déjà une vidéo de vous, si vous ne lui versez pas un certain montant, il va partager votre contenu sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que lorsque vous vous référez aux réseaux sociaux, Facebook par exemple, vous trouverez que vous êtes en amitié peut-être avec votre patron, vous êtes en amitié avec vos enfants, vous êtes en amitié avec toute la famille. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez que la pression est tellement forte que si toutes ces personnes doivent voir votre vidéo nue de vous, c'est assez délicat. Et très rapidement, souvent, les gens s'empressent d'aller ou de donner ou de verser la rançon demandée. Mais bon, c'est l'une des principales difficultés comme ça. Alors, pour ce faire, on peut également trouver autre astuce. Je vais dire, il peut exploiter un autre moyen. Parce que là, c'est le cas que vous avez excité, vous avez du moins précisé, expliqué récemment. C'est le cas où la personne, quand même, s'adonne aussi ouvertement à ce jeu. Parce que si on vous envoie des vidéos nues, d'une personne vous envoie des vidéos nues, vous fait un appel vidéo, vous n'êtes pas dans l'obligation de répondre aussi de la même manière. Ça, c'est quand vous êtes d'accord et que vous faites ça. Après, ça peut se retrouver être un chantage. Mais là où, par exemple, la personne n'a pas décidé du tout, parce qu'il peut procéder autrement. Tout à fait. Et il y a également une autre méthode pour laquelle on peut télécharger juste vos photos sur les réseaux sociaux et on fait un montage avec. Mais voilà, donc on peut faire le montage de sorte qu'on pense qu'en réalité c'est vous qui avez fait la vidéo ou que voilà, ou ce sont vos photos intimes. Il y a des outils pour cela. Mais il faut noter que réellement c'est des cas très infimes parce que bon, ça lui demande assez de tâches à faire. Il doit à l'issue sur la photo travailler ou sur la vidéo travailler encore. Mais beaucoup réellement ça donne au cas et je peux vous garantir que nous recevons en moyenne 20 personnes à 30 personnes pour des cas de chantage chaque jour. Par jour? Par jour. Wow. Ce qui fait que le chiffre est très, très important et ce n'est vraiment pas aisé. Je pense que bon, on viendra au conseil. Mais maintenant, lieutenant Legma, on sait que la dernière fois, je discutais avec un de vos collègues qui disait d'éviter justement des appels audio ou vidéo d'une personne avec qui vous n'avez pas forcément d'intimité. Tout à fait. Parce que apparemment, vous avez dit tout à l'heure que c'est plus difficile pour le maître chanteur, par exemple, d'utiliser la photo. Parce que votre photo de profil est là, c'est vrai, la personne peut utiliser la photo de profil, mais c'est plus
simple ou plus réaliste quand c'est une vidéo Tout à fait. ou un audio. Tout à fait. Parce que là, il y a votre voix. C'est ça. Parce que tout simplement, la pression, c'est quoi? Vous vous rendez coupable d'un contenu que vous aviez partagé. Mais sur l'autre cas, en fait, vous pouvez toujours rester campé sur vos principes parce qu'en réalité, vous n'aviez pas partagé un contenu voilà, compromettant. Mais de l'autre, vous saviez que personnellement, vous avez effectivement donné une vidéo de vous. Bon, c'est-à-dire que vous avez reçu un appel où bon, vous êtes réellement, voilà, vous avez été dans la tenue d'Adam et Ève, et donc lui derrière, il a cette vidéo. Et souvent, il va, quand vous résistez, effectivement, de payer, il va vous envoyer un extrait pour vous dire qu'il peut. Ou bien, en fait, pour la plupart aussi des utilisateurs des réseaux sociaux, les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on appelle la sécurisation de leur propre compte. Oui. Pourtant, Facebook, par exemple, offre cette possibilité d'améliorer la sécurité du paramétrage de votre compte. Cela veut dire quoi? Lorsque ce n'est pas fait, le cyberdélinquant qui a un peu de notion, il peut aller déjà copier la liste de vos amis et donc créer un groupe dans lequel voilà, il vous intègre. Et dès lors là, ce groupe sera composé de vos personnes proches, de vos connaissances, voilà, vos collègues et tout. Et donc, il vous menace maintenant, dès lors que vous n'envoyez pas l'argent, alors il va publier dans ce groupe. Et souvent même, il est déjà en amitié avec voilà, vos connaissances. Si bien que souvent aussi, quand la pression est trop et que vous ne donnez pas suite favorable, et il peut commencer par envoyer la vidéo à une de vos connaissances. Mais dans le cas maintenant où c'est votre conjoint ou ancien conjoint qui publie, parce qu'on voit ces cas-là aussi où peut-être vous avez eu des relations ensemble, vous avez eu des relations intimes parce que vous étiez ensemble. À un moment donné, ça ne va pas et on retrouve donc ces contenus-là sur les réseaux. Ok, il faut noter qu'il y a aussi ces cas, c'est-à-dire des cas où vous cheminez. On va prendre un exemple de personnes qui cheminent, par exemple ensemble, et que après la relation ne marche pas. Et pourtant, dans vos habitudes, voilà, d'amoureux, alors vous partagez, vous aviez l'habitude de vous partager des photos assez sensibles ou de tenir certaines vidéos. Et alors, dès lors que la relation ne roule plus bon train, alors l'autre partenaire, peut-être frustré, utilise ces images ou ces contenus vidéo-là pour vous faire chanter et pouvoir peut-être, dans lui, sa vision, c'est de vous reconquérir en exerçant cette pression de publication voilà, de ces contenus assez sensibles. Oui. On en reçoit aussi des cas. Il y a aussi des cas, bon, il faut noter, c'est déplorable, mais c'est vrai, des personnes qui, peut-être sur Facebook, souvent, il y a ce qu'on appelle les plans busy. Oui. Les plans busy, c'est dire, bon, c'est aussi une autre forme de prostitution qui est en ligne. Ou bon, vous rencontrez souvent des contenus où bon, on publie, on dit à tel plan à Tampuy, à tel plan à Tanguin, ou bon, dès lors que vous contactez la personne, en fait, ils font des mises en contact. Ils vont vous dire que bon, il peut vous trouver une dame ou un homme qui est intéressé, voilà, dans un des quartiers pour vous mettre en contact pour vos besoins. Et dès lors que bon, peut-être après, si ce contact est tissé, effectivement, avec la personne en question, vous vous retrouvez généralement, les gens exploitent les hôtels, les auberges et autres pour leurs besoins. Et il y a eu des cas pour lesquels, après avoir effectué cette mission, je vais l'appeler comme ça, voilà, il a fini à l'hôtel et tout. Vous utilisez les termes policiers. Voilà, bon, non, c'est pour ne pas choquer avec le contenu. Et bon, durant l'acte après, je prends un exemple, monsieur dort, et la dame en question fait une vidéo. Wow. Pendant qu'il dort. Et à l'issue, quand il va repartir, bon, il le contacte après pour vous dire, bon, il faudrait m'envoyer de l'argent, sinon, voilà notre contenu, j'ai ta vidéo, ou bon, voilà, tu t'es couché et nu. Donc, on va balancer. Alors, le temps vraiment risque de nous faire défaut, donc on va aborder les conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire, lieutenant, quand on est face à ce problème? D'accord, face à ce problème, il y a plusieurs conseils pratiques qui sont possibles. Alors, le premier, nous invitons déjà, avant même d'être victime, il faut éviter d'accepter une amitié d'une personne que vous ne connaissez pas personnellement. D'accord. Voilà. Déjà, c'est le premier point. Et le second, même si vous aviez accepté une amitié d'une telle personne, alors évitez de partager du contenu sensible, photos ou vidéos, avec une personne que vous ne connaissez pas.
Et même avec les personnes que vous connaissez, il faut faire très attention dans le partage de ces contenus. C'est comme on l'a dit, l'amour peut se transformer en guerre. Bien sûr. Alors, il y a déjà cela. Également, passez cela, si vous êtes victime déjà, alors ne paniquez pas. C'est le premier point. D'accord. Ne versez pas de rançon. Parce que verser la rançon ne va pas contribuer à résoudre le problème. Vous serez comme une niche et dès lors qu'il aura besoin d'argent, il reviendra vers vous en exerçant toujours la même pression. Ça, c'est le cas. Et à l'issue de cela, conservez toujours les preuves, les échanges. Nous recevons beaucoup pour lesquels, quand ils viennent chez nous, bon, déjà après les échanges, quand ça commence à ne plus bien aller, ils commencent à supprimer tout. Il supprime tout et quand lui-même il revient sous la pression, alors il ne peut pas donner l'ensemble des éléments détaillés pour qu'on puisse l'assister techniquement. Oui. Alors nous disons, conservez les preuves, faites des captures d'écran de tous les échanges, de sorte à, dès lors que vous vous rendez dans nos services, vous pourrez faire valoir ces captures d'écran pour qu'on comprenne l'issue du problème, pour bien vous assister techniquement. Et donc, ne prenez surtout pas du temps si vous êtes victime. Passez à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour bénéficier d'une assistance technique. D'accord. On va finir avec les contacts. C'était affiché d'ailleurs. Oui. On va rappeler les contacts puisqu'il y a le numéro de téléphone, les pages web également. Tout à fait. Dès lors que nous sommes à Bilbao Logo, en face de la porte 11 du stade municipal, et sur l'immeuble Abdul Aziz Compaoré. Le numéro fixe est affiché. Également, vous pouvez nous saisir à travers un mail pour ceux qui ne sont pas à Ouaga, qui est cybercrime@sécurité.gov.bf. Aussi, nous avions une page Facebook dédiée à des publications de contenus de sensibilisation. Et dès lors que vous êtes sur votre profil, à partir de la barre de recherche, tapez @bclcc.gov.bf et vous serez sur la page Facebook de la BCLCC. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Madame Legma, Nidjema, d'être passé. Et je rappelle qu'aujourd'hui, pour cette chronique dédiée à la cybercriminalité, nous recevions le lieutenant de police Napourma Julien Legma. Il faut rappeler qu'il est chef de la collaboration policière au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et nous avons parlé du chantage à la webcam ou à la vidéo. Faites très attention au contenu, surtout intime que vous avez. Ne faites même pas de vidéos intimes, c'est encore mieux tout simplement parce que même vos téléphones, c'est risqué, ça peut se retrouver mine de rien dans les mains donc, de mauvaises personnes. Ne faites pas tout simplement. Faites attention et surtout si vous avez des difficultés, ne paniquez pas. Allez-y au niveau de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité pour bénéficier d'une assistance technique parce qu'il y a la possibilité de traquer ces personnes-là et surtout de les condamner. Ça, c'est possible. C'est ici qu'on s'arrête pour l'émission de ce jour. Merci à vous de votre fidélité à l'émission Bonjour le Faso. Rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien. Plus.